Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se sont engagés récemment à harmoniser le prix des tests PCR pour détecter la Covid-19. Et désormais donc, les citoyens désireux de se déplacer dans l'espace ne paieront pas plus de $50, soit environ 27 000 francs CFA. Une décision certes saluée de tous en raison de la disparité des prix pratiqués dans les différents pays de l'espace, mais qui dresse le lit à différentes questions et à des sous-entendus. Ici, avec les confrères, nous tenterons de lever le voile sur ces questions laissées sans réponse. Et puis, elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont d'ailleurs parmi les milieux les plus productifs de la planète. Elles, ce sont les zones humides, véritables berceaux de la diversité biologique, indispensable d'ailleurs à l'humanité. Importance des zones humides pour les espèces vivantes, ce sera dans le dossier de la semaine avec le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Ainsi donc se présente le menu de votre émission de ce dimanche. Sans plus tarder, on passe au mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. En 2020, l'humanité tout entière a été durement touchée par la pandémie liée à la Covid-19. Le Bénin n'y a pas échappé. L'avènement de cette maladie a été la cause de plusieurs perturbations au plan sanitaire, mais également au plan social. Impacts sociaux de la Covid-19 au Bénin en 2020, Alessandra Diotan nous en parle dans son reportage rétrospectif. À la date du 19 décembre 2020, on dénombrait au Bénin 62 cas actifs de Covid-19 pour un total de 3167 cas confirmés, dont un peu plus de 3000 guéris. À cette date, le nombre de décès était de 44. Ces statistiques font du Bénin un des pays les moins impactés par la pandémie. Nous pourrions nous féliciter d'avoir quelque peu surnagé. Mais ce qui se passe ailleurs indique qu'on ne saurait crier trop tôt victoire. Mesdames et messieurs, aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect. Cette sortie du ministre de la Santé est le point de départ. Ainsi est déclaré le premier cas positif au Covid-19 au Bénin. 11 mesures vont aussitôt être mises en place par le gouvernement, mais c'est sans compter avec le caractère tenace du virus, car un mois plus tard, les chiffres vont exploser, contraignant le gouvernement à passer à d'autres mesures extrêmes. Je suis venu avec toute ma famille pour adorer mon Dieu, mais je me suis rendu compte que tout de suite, l'église Saint-Michel de Cotonou est actuellement fermée. L'église est vide, il y a seulement quelques personnes qui sont venues adorer le Saint-Sacrement. Sur l'ensemble du territoire, lieux de culte et écoles sont fermés. Les compagnies de transport en commun interdites d'activité. Les opérateurs économiques reçoivent aussi un coup dur. Les entreprises tournées vers l'international, l'import-export, le tourisme, l'hôtellerie et dans une moindre mesure, la restauration et bars sont les plus touchés. On a procédé à une mise à pied économique de 1 mois renouvelable. Mais cela nous contraint à payer un minimum du tiers du salaire à tout le monde. Les 2 passagers exigés ne nous arrangent pas. Dans ces conditions, comment allons-nous rentabiliser notre activité afin de payer le propriétaire du véhicule? Le 11 mai, le cordon sanitaire sera levé. Les écoles vont également rouvrir avec l'aide du gouvernement. Tous les élèves ont eu droit à leur masque ce matin. Donc dans les salles de classe, vous n'allez pas voir un seul élève sans masque. Autre mesure du gouvernement, saluée de tous, la mise à disposition d'une enveloppe financière en guise d'assistance aux opérateurs économiques durement touchés.
Donc cet effort substantiel, même s'il n'a pas touché tous les Béninois, a été une occasion pour le gouvernement de se signaler dans son attention aux difficultés des uns et des autres. Sans confinement ni couvre-feu, le Bénin a plus ou moins réussi à contenir la propagation de la COVID-19 en 2020. Plus que jamais, l'état de veille doit être maintenu si l'on veut éviter le pire. Toujours en 2020, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, le secteur de l'énergie a connu plusieurs avancées, plusieurs projets d'envergure, dont la centrale solaire de Pobé de 25 MW et la construction du Centre national de contrôle et de distribution situé à Abomey-Calavi ont été lancés. Suivons ce rappel de quelques projets réalisés en 2020 dans le secteur de l'énergie. Contrairement aux autres secteurs d'activité qui ont été affectés par la pandémie du coronavirus, le secteur de l'énergie en 2020 a connu plusieurs avancées au Bénin. Nombreux sont les projets d'envergure qui ont été lancés pour mettre à disposition de la population l'énergie moteur de tout développement. Au nombre des 10 projets mis en œuvre, on compte le projet de restructuration et d'extension du réseau de la SBEE dans la commune d'Abomey-Calavi et dans le département de l'Atlantique. L'autre projet d'envergure qui a aussi démarré concerne la construction du Centre national de contrôle et de distribution d'Ispachine. Ces ouvrages vont contribuer considérablement à l'amélioration de la qualité et de la maîtrise de l'énergie pour une durée de 20 voire 30 ans. Une électricité qui soit de qualité, qui soit fiable, qui soit durable. Donc, dans ce bâtiment que vous voyez, c'est un centre qui va relier et qui va conduire tous les 55 postes de distribution de l'électricité à niveau national. S'agissant de la maîtrise de l'énergie, le Bénin a cessé d'être un dépotoir des équipements électriques énergivores. Un décret fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin a été pris en Conseil des ministres. Pour le ministre de l'Énergie, le démarrage de ce projet, 4e projet phare du PAG, apparaît comme une nouvelle ère qui s'ouvre dans le secteur énergétique. Une nouvelle ère s'est également ouverte pour l'éclairage public. Fini donc l'époque des villes et villages non illuminés au Bénin. Une stratégie nationale de développement de l'éclairage public soutenue par un vaste programme intégrant la réhabilitation des infrastructures désuètes et la construction de nouvelles sur toute l'étendue du territoire national a été validée en Conseil des ministres et c'est l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie ABERM qui a été mandatée pour la mise en œuvre du programme. Toujours avec la BERM, les populations de Todo et celles d'Arouankamé bénéficient de la mise en service d'infrastructures d'électrification rurale. Le coût de réalisation de ces ouvrages qui ont été donc réalisés sur le fonds d'électrification rurale est d'environ 72 millions de francs CFA. Dans le même ordre d'idées, un centre de santé situé dans la commune de Dassazoumé a elle aussi bénéficié des réalisations des projets Pana Énergie et Biomasse Électricité. Le secteur des énergies renouvelables, quant à elle, n'est pas resté vierge. Une centrale énergétique de 25 MW est en cours de construction dans la commune de Pobé. Le ministère de l'Énergie, comme vous le savez, ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi rapproché des travaux de construction de la centrale. Je dirais que c'est sur ces mots que je procède officiellement ce jour, 19 novembre 2020, à la remise au groupement d'entreprises Eiffage RMT du site destiné à la construction de cette centrale solaire photovoltaïque. Dénommé Défisol, ce projet de construction d'une centrale solaire vise à contribuer à la croissance économique du Bénin. Somme toute, 2020 a connu d'importants projets dans le secteur énergétique, ce qui a propulsé le Bénin dans le rang des pays africains qui se sont illustrés ces 12 derniers mois dans plusieurs secteurs
de développement. Le secteur de l'automobile connaît assez de mutations. On retrouve désormais toute une gamme de véhicules électroniques en circulation. Avec cette révolution technologique, le métier de mécanicien automobile évolue. Aujourd'hui, seules les connaissances mécaniques ne suffisent plus pour réparer les voitures dites 2.0. Que devient le mécanicien automobile à l'ère des véhicules électroniques? La réponse dans ce reportage. Ici, une voiture électronique en dépannage. Mais avant toute intervention mécanique, cet électronicien fait son examen électronique. La spécificité du véhicule l'oblige. Au bout de quelques minutes, l'appareil signale à l'écran plusieurs défauts. Là maintenant, ça me signale plusieurs capteurs que c'est défectueux. Mais ce n'est pas parce que ça signale les capteurs là que je vais me jeter pour changer les capteurs. Ici, c'est la fiche qui est venue sur ça. Mais comme ils n'ont pas trouvé à remplacer, ils ont eu à adapter. Or ça peut envoyer des courts-circuits au niveau du calculateur. Donc c'est des pannes que nous maintenant, on doit régler. Vous voyez? Donc c'est pour ces pannes-là que la voiture est venue. Ce n'est pas que si la voiture vient, on se jette directement sur la voiture pour commencer par travailler. Non, les voitures d'aujourd'hui ne sont plus comme ça. Des voitures nécessitant une technologie de pointe, on en dénombre assez dans ce garage. Le promoteur, un mécanicien de formation, exerce dans ce secteur d'activité depuis 1988 au Bénin. Ces dernières années, il ne cesse d'actualiser ses connaissances et de recruter d'autres compétences afin de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile. On ne veut plus que les voitures aillent au Ghana, au Togo, pour qu'on dise, bon, ils n'ont pas réussi ici, c'est au Ghana. La devise quitte le pays. Mais si ça tourne ici, si c'est abondant, pourquoi ne pas recruter plus? Ça, nous résolvons une partie du chômage. Ce nouvel environnement automobile, beaucoup de mécaniciens dans le pays peinent à s'en sortir. La cause, on évoque le défaut de maîtrise de l'outil informatique et de la langue de conception des scanners. Par exemple, les appareils de diagnostic, là, les scanners consoles, là, si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux pas. Même pour l'interpréter, tu ne peux pas. C'est ça le grand problème qui est là, c'est ça. Une difficulté qui constitue une menace pour leur corporation. Plusieurs mécaniciens automobiles peu instruits risquent de se reconvertir à la longue. Mais le président de l'association dit y travailler. Il faut quand même avoir au minimum le BPC avant de faire la mécanique aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir lire les différents codes de défaut. Il faut quand même savoir utiliser le scanner. Nous avions créé quand même ce climat de solidarité, d'assistance, ce climat de dépannage entre collègues. Et c'est ça qui fait que, bon, les pannes que les uns et les autres rencontrent chaque fois et toutes les fois, nous faisons des échanges d'idées. Et c'est ça qui nous permet de grandir dans la profession. Sinon, bon, tu seras quand même un mécanicien monté et démonté. Le mécanicien automobile est un métier en pleine mutation. Aujourd'hui, les concessionnaires associent l'électronique à la mécanique pour mettre sur le marché des véhicules dits 2.0. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ilvaïs Balobo. Merci à vous Nadège Omoladessani et Week Eco se poursuit ici avec à présent la revue de presse économique. Le Bénin se prépare à former massivement ses apprenants dans les filières techniques et professionnelles. Le pays a déjà mobilisé 323 milliards de francs CFA avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers pour réinventer totalement le sous-secteur de l'enseignement, de sorte à former 7 apprenants sur 10 prêts à être employés ou à s'auto-employer au thème de leur formation. La Nation a relayé l'information dans sa parution du 2 février 2021 et titre « Formation technique et professionnelle ». Déjà 323 milliards de francs CFA pour la construction de lycées et collèges. Le journal poursuit et précise que les futurs enseignants de ces lycées et collèges techniques ont commencé par être sélectionnés et envoyés en formation à l'étranger pour prendre en charge la formation de nos enfants.
De nouveaux horizons s'ouvrent sur les infrastructures routières et de transport dans les zones rurales. Le Progrès a publié l'information et écrit en manchette: désenclaver nos zones rurales, le Bénin obtient 500 millions à la BOAD. À en croire le journal, cet appui financier de la Banque ouest-africaine de développement vise à faire les études sur les routes en terre afin d'introduire une requête sérieuse pour la réalisation de ces routes en terre qui permettront de désenclaver les zones rurales et favoriser l'écoulement des produits agricoles. La campagne de transhumance nationale 2020-2021 devrait être moins difficile à gérer que les précédentes. Le gouvernement, soucieux de préserver la cohésion sociale, a pris des mesures pour un agro-pastoralisme apaisé. Selon le journal du service public, il a été décidé en Conseil des ministres de procéder dans l'immédiat à l'acquisition et à la mise en place de 350 tonnes d'aliments de bétail à coût réduit, grâce à une subvention de 50% accordée par l'État d'une part et à la réalisation de 20 forages pastoraux à but multiple avec abreuvoir d'autre part. Ces actions seront suivies d'autres mesures à moyen et long terme, l'objectif visé étant de trouver une solution durable à la transhumance. Merci à vous, Patrick Adiagodjou. Et on installe à présent les confrères, c'est le décryptage. Et je le disais à l'entame de cette émission, donc, les citoyens des pays membres de la CEDEAO ne devront désormais pas débourser plus de 27 000 francs CFA pour les tests PCR dans le cadre des déplacements dans l'espace CEDEAO. Une décision qui suscite quelques interrogations et ici, avec les confrères, on va en débattre. Je reçois sur ce plateau Claire Stéphane Sacramento. Bonjour. Bonjour, Évariste. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. À côté de Claire, je le reçois également Aziz Badaou. Aziz, bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour, chers amis téléspectateurs de BB24. Alors, on va commencer par Claire. Vous avez certainement suivi également cette décision du chef d'État de l'espace CEDEAO. Quelle lecture en faites-vous ? Déjà, c'est une très belle décision des pays membres de la CEDEAO qui a été annoncée le 23 janvier dernier, qui faisait état de ce que les ressortissants de l'espace CEDEAO auront à payer au plus 27 000 francs CFA pour faire le test PCR au cours des voyages, des déplacements. C'est déjà très important. Maintenant, cette décision reste à être concrétisée parce qu'on a juste eu l'annonce. Ça ne veut pas dire que c'est déjà opérationnel, pas du tout. Donc on espère vraiment, parce qu'il faut le dire, depuis l'avènement de la Covid-19 quand même, que la pandémie a un tant soit peu ralenti vraiment les activités, les échanges entre les pays, et étant donné que les réalités ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, c'est vraiment compliqué. Des gens qui, c'est vrai qu'on s'est habitué dans le même temps à travailler à télétravailler, à travailler de façon virtuelle, les sommets, les conférences qui se faisaient en présentiel sont devenues virtuelles. C'est aussi positif quelque part parce que ça nous a appris à aller vers le numérique et tout, c'est bien, mais il y a quand même des rencontres qui demandent la présence physique. Et ça fait qu'à cause de cette tracasserie-là, les personnes intéressées se disent, franchement, je préfère ne pas y aller parce que d'un aéroport à un autre, les réalités sont différentes et il faut se soumettre à telle ou telle exigence et tout. Donc, tant mieux, si vraiment ça devient effectif, ce serait génial. Ce serait génial. Alors Aziz, avez-vous également le sentiment que cette décision soit venue un peu changer les choses ? Je crois qu'au regard de la situation actuelle, ce que nous vivons depuis la survenue de cette pandémie, je crois que cette décision paraît indispensable pour 3 raisons. La première raison, d'abord, je crois que c'est la principale raison évoquée par le chef d'État. La CEDEAO elle-même, faciliter
les déplacements au sein de la sous-région. Mais je crois qu'en dehors de ça, le plus important, c'est que cette décision vient faire taire certaines polémiques. C'est-à-dire la polémique qu'on a observée durant ces derniers mois autour des cours de test. On n'a pas, par exemple, au Bénin, le cours de test qui était à 100 000 francs, alors que certains disent au Togo, c'est à 50 000 francs. Donc, il y a toute cette question que vient régler cette décision de la CEDEAO. Maintenant, en troisième position, ce que je trouve beaucoup plus de positif par rapport à cette option, c'est que désormais, il y aura beaucoup plus un climat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Parce qu'on a tendance à croire que nous sommes en période de crise sanitaire, mais pourtant les gouvernants se trouvent dans une dynamique commerciale avec les gouvernés. C'est comme si voilà, les gouvernants veulent se faire de l'argent à travers ces tests. Mais désormais, on aura beaucoup plus une idée claire par rapport à tout ce qui se fait. Et le plus important, je crois que la décision est effectivement prise, mais il faut que des choses accompagnent, il faut des éléments d'accompagnement. Il faut d'abord aller voir qui sont les fournisseurs des pays membres de la CEDEAO. À combien les tests seront désormais acquis? Parce que les pays n'ont pas effectivement les fournisseurs qui vous donnent les tests au même prix. Et d'ailleurs, vous le dites, les prix ne se font pas pareil. Au Bénin, ça se faisait à 100 000 francs. Au Togo, ça se dit que ça se fait à 50 000. Au Ghana, au Nigeria, près de 80 000. Alors, le fait de ne pas, que ces pays n'aient pas harmonisé leur prix au préalable ne s'explique pas par le fait que le marché n'est pas pareil pour tous les pays. Ils n'ont pas les mêmes ressources. Bon, je crois que c'est le plus important parce que moi, j'ai eu à échanger récemment avec la direction de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est une institution de la CEDEAO chargée des questions de santé. Je crois qu'ils étaient dans cette dynamique depuis un mois donné. Il faut qu'on puisse se dire aujourd'hui que on n'est même pas encore à 1% de la population dépistée en Afrique de l'Ouest. On n'a pas la notion des tests ici. Donc, l'OAS est dans cette dynamique depuis un mois donné. Et dans cette dynamique, ce que j'aurais appris, c'est qu'ils ont négocié avec des structures en Afrique ici pour que ces tests puissent être fabriqués, être accessibles aux États des plus subventionnés. Je ne sais pas si c'est des contrats qui ont été signés dans ce cas, s'appliquent aux tests PCR. Donc, je ne sais pas, mais je crois que c'est des choses comme ça qu'il faut pour que le coût d'acquisition des tests soit le même au niveau des pays. Là, on pourrait les appliquer, c'est-à-dire aux populations à des coûts un peu plus bas. Alors, harmoniser les prix, Claire, est-ce que cette décision ne vient pas un peu annihiler les efforts des pays dans la riposte contre la Covid-19 ? Je dirais plutôt que harmoniser les prix. D'abord, quand on parle d'harmonisation des prix, il faudrait aller voir les intérêts des uns et des autres. Est-ce que tous les pays, c'est pour ça que moi je dis, c'est une belle décision qui a été annoncée. Mais moi, j'attends la concrétisation de cette décision-là. Est-ce que tous les pays, on connaît nos pays, nos dirigeants et tout en Afrique de l'Ouest, est-ce que tout le monde y trouvera son compte? Parce que comme Aziz le disait tantôt, s'il y avait dans un pays où les tests se faisaient à 100 000, ailleurs à 50 000, ailleurs à 80 000, est-ce que tous ces pays-là ont donné leur caution pour désormais donc rabaisser les prix à 27 000 francs? Ça reste à vérifier. Moi, c'est la concrétisation qui va me convaincre. Et puis, est-ce que parce qu'au Bénin, on sait que c'est à l'entrée, au départ, à la sortie, que mieux quand vous êtes déclaré Covid, on vous prend en charge gratuitement. Alors, est-ce que ce sera pareil dans tous ces pays? Ce sont des interrogations qu'il faut se poser. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous êtes quelqu'un, si vous devez passer dans 3 pays dans un mois, et que ça aussi c'est un problème, vous devez faire le test dans les 3 pays, vraiment ça devient contraignant, et se pose également le problème de la durée de validité de ces textes-là. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils étaient à 1 semaine, après ils ont ramené la durée de validité à 5 jours, ailleurs c'est 3 jours, ailleurs... Alors, quand c'est comme ça, le problème n'est pas encore réglé. D'accord, harmoniser les prix, mais il faut harmoniser aussi la durée de validité de ces tests-là. Et tout ça va entrer donc dans la concrétisation de cette décision-là, et on pourra réellement voir si c'est en fait qui va aider donc les populations de l'Afrique de l'Ouest à mieux se déplacer. Toutes ces interrogations m'amènent à me dire quand même que
la CEDEAO n'a certainement pas bien analysé la situation avant de prendre une décision de ce genre. On ne pourrait pas dire ça. Hein. On ne pourrait pas dire oui, ça. Parce que ce sont des interrogations qui demeurent malgré la prise de cette décision. Parce que ça fait un moment que la décision est prise, mais jusqu'à présent, rien n'est dit sur la façon dont cela va se faire. L'annonce a été faite le 23 janvier. Attendons qu'on nous dise ça entre en vigueur. Je crois qu'entre l'annonce de la décision et la mise en entrée en vigueur de cette décision-là, il doit y avoir beaucoup de travail qui doit être fait encore. Justement, ils l'ont annoncé, donc ils vont recueillir aussi les interrogations, mais les questionnements. Ce travail devrait être fait en amont, pas en aval, pas après l'annonce. On ne voit pas forcément tout au premier round, je me dis. Donc, tout ce que nous disons, tous les questionnements qui vont venir de part et d'autre seront recueillis et seront analysés et pourront permettre d'améliorer la décision afin de la rendre concrète, je pense. Exactement, donc je crois que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure en parlant des mesures qui accompagnent, parce que c'est sûr qu'il y a un travail qui va se faire juste après ça, et par rapport surtout au coût d'acquisition de ces tests, qui seront les fournisseurs. Mais la plus grosse interrogation, je crois que vous avez déjà le dit, est-ce que tous les pays accepteront de s'aligner? C'est ça qui reste un peu plus inquiétant. C'est le plus gros handicap. Voilà, oui, parce que qu'on le veuille ou non, les pays demeurent souverains. Et les pays n'ont pas forcément les mêmes moyens aussi pour faire face à la riposte, parce que le Bénin, par exemple, continue de demander de l'aide à l'extérieur pour faire face à cette pandémie-là. Absolument, ça c'est des choses qui, je pense que dans le cadre de ces tests-là, l'autre côté positif qu'on pourrait voir à cette décision, c'est que les pays de la CEDEAO pourraient faire des achats groupés de ces tests-là, voilà ce qui est envisagé, cela pourrait aider évidemment à réduire la charge de nos États, quelque part, et leur permettre à ne pas trop ressentir le fait qu'ils aient harmonisé ou le fait qu'ils aient baissé. Moi, je m'interroge. On pense à instaurer des tests PCR pour la zone, pour tous les pays de la CEDEAO, mais depuis la création de la CEDEAO, on a du mal à ouvrir nos frontières déjà. Comment est-ce qu'on peut penser à faire des tests pour faciliter les échanges, alors que déjà au niveau des frontières des différents pays, on ne circule pas normalement? Vous savez, nous sommes face à une situation exceptionnelle. Les difficultés ne sont pas les mêmes et les réalités ne sont pas également les mêmes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut sauver l'humanité d'abord avant de construire ce qui devait être fait. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui obligés d'aller vers des décisions consensuelles, des décisions harmonisées. C'est une crise planétaire, donc on ne peut pas prendre des décisions de façon unilatérale. Voilà. Vous êtes de très bon cœur, Aziz. J'aimerais que tous nos dirigeants ouest-africains de la CEDEAO aient le même cœur que vous. Mais vous savez, c'est toujours dans la même crise, lors de cette même pandémie, qu'on a eu des fermetures de frontières. Tout à fait. Donc, il faut qu'on voit, qu'on ouvre les yeux, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est ça. Je crois que quoi qu'on dise, chaque pays a ses intérêts, comme je le disais tantôt. Même avant cette crise, il y avait des accords au sein de la CEDEAO qui n'ont jamais été respectés. Oui. La libre circulation des personnes et des biens n'a jamais été chose effective. Alors, chaque pays met les barrières suivant ses intérêts et suivant... Donc, du coup, moi, je me dis, j'attends de voir, la concrétisation, mais le souhait de tous, c'est que pour une fois, les pays de la CEDEAO arrivent à se comprendre et arrivent à s'accorder pour le bien-être de tous. C'est ça aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de ce sommet, on a annoncé un fonds vaccin Covid à mettre en place au sein de la CEDEAO et qui sera alimenté par les gouvernements membres. Sachant que nos pays ont du mal à souvent payer leurs cotisations, voilà encore un couac à la mise en œuvre de cette décision-là. Un gros couac. Un gros couac parce que d'abord, on serait en droit de se dire pourquoi d'abord est-ce qu'on met autant de pression aux pays africains pour avoir les vaccins et tout, parce que on pense quand on voit les statistiques, nous ne sommes pas les plus à plaindre. C'est vrai qu'une seule mort, ne serait-ce qu'une seule mort, c'est déjà important. Mais est-ce qu'il suffit de faire du mimétisme?
C'est pas parce qu'en Europe, on parle de vaccin que bon, on va se jeter. Nous-mêmes, en fait, nous avons du mal à réfléchir par nous-mêmes en Afrique. Quand cette pandémie s'est annoncée et qu'on a commencé par parler, d'abord, on a eu l'avantage d'être le dernier continent à être touché. On aurait pu s'y prendre anticiper plus tôt. On avait eu le temps de la prévision qu'on n'a pas du tout, c'est comme si en tout cas, on n'a pas vu qu'on a mis le temps à profit pour faire de la prévision. Et là, maintenant, dès que les mesures préventives sont venues, on s'est juste aligné sur ce qui se faisait ailleurs. On n'adapte rien à nos réalités. Et du coup, on parle de vaccins de par le monde et nous courons pour dire fonds vaccin. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui? D'accord, on dit que le fonds vaccin va permettre de pouvoir d'avoir une disponibilité des vaccins, va permettre d'avoir des achats groupés, etc. Non, mais c'est bien. Mais encore qu'il faut qu'on comprenne la logique des Africains qui sont jusqu'à aujourd'hui, en tout cas d'après les sondages, qui sont carrément braqués contre tout ce qui est vaccin. Ne serait-ce que la semaine dernière ou en début de cette semaine en plus, au Togo, où le responsable en charge de la santé s'est rendu, enfin, ils avaient un plan de tournée dans les écoles pour, soi-disant, aller mieux sensibiliser sur la pandémie, sur les mesures préventives à respecter, mais dès que le cortège a approché l'une des écoles, ça a été la débandade et ça a été une chaîne d'école à école. Tous les enfants ont couru et ont déserté les écoles, sont entrés dans les rues et c'était la débandade dans Lomé tout entier. Et donc, juste parce qu'à la maison, les parents ont dit aux enfants, si jamais quelqu'un vous approche pour dire qu'on veut vous vacciner, fuyez, n'attendez rien. Il y a un travail préalable à faire. Il ne suffit pas de s'aligner, il ne suffit pas de courir pour dire, nous aussi, on se met dans la danse pour petit. Je ne sais pas si c'est mieux pour mieux se faire voir des bailleurs de fonds ou je ne sais pas. C'est peut-être donc bien. Ça, il y a un gros travail à faire déjà à la base avant de courir, vouloir se mettre au même niveau que les pays européens. On n'a pas les mêmes problèmes. Aziz, la course au vaccin. Je suis entièrement d'avis avec Claire Stéphane Sacramento par rapport à son analyse. Mais je crois également que cela s'impose à nous aujourd'hui. Le vaccin, Le vaccin s'impose à nous aujourd'hui, même si une certaine frange de la population ne se voit pas tout de suite contrainte de recourir à ces vaccins. Il y a que d'ici peu de temps, je crois que ce n'est pas officiellement annoncé, mais nous allons peut-être y faire face très très bientôt. Ce sera peut-être conditionné pour les voyages désormais, quitter l'Afrique pour aller un peu ailleurs. Il faudrait que vous ayez un certificat de vaccination normalement. On parle de passeport vaccin aussi. Voilà, donc je crois que ça s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'on a une certaine antipathie envers les vaccins en Afrique, mais je crois qu'aujourd'hui, je continue de le répéter, nous sommes face à une crise planétaire. Les stratégies de riposte ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Donc, le vaccin, qu'on le veuille ou non, ça s'impose à nous. C'est vrai qu'il nous faut faire preuve de prudence. Mais je crois que finalement, ça c'est... Mais au lieu d'aller au même vaccin que les pays européens, est-ce qu'il ne serait pas bien pour nous, pays africains de l'Afrique de l'Ouest, de créer nos propres vaccins? Ce n'est pas comme si on n'avait pas le nécessaire pour le faire. On a pu voir durant cette pandémie des chercheurs mettre en avant des plantes qui, plus ou moins, quand même arrivent à guérir le mal, même si l'OMS encore tarde à reconnaître son efficacité. Voilà, je crois que la médecine traditionnelle a été mise à contribution. Non, pas vraiment. L'OMS a beaucoup travaillé là-dessus. L'OMS a beaucoup travaillé là-dessus. Je parle des données officielles, des informations officiellement dont je dispose. L'OMS en a accordé un point d'honneur. Mais jusqu'ici, il faut avouer que les recherches en Afrique n'ont pas tellement aidé à gérer la crise. Mais la faute est à qui? Si les recherches n'ont pas aidé, la faute est à nos gouvernants qui n'ont pas mis les moyens au profit de cette recherche-là. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, nous pratiquons deux types de tests. D'abord, il y a les TDR, les tests de diagnostic rapide, qui ne sont pas homologués par l'OMS, qui ne sont pas recommandés. Mais bizarrement, certains pays l'adoptent parce que c'est beaucoup moins coûteux que la PCR, qui est normalement le test le plus fiable.
Mais aujourd'hui, avec les TDR qui sont facilement accessibles, est-ce qu'on en produit suffisamment en Afrique? La question reste là d'abord. Les tests qui sont accessibles à tout le monde, que nous voulons avoir, on n'en produit pas suffisamment en Afrique. Les recherches n'ont pas assez évolué dans ce sens-là en Afrique. Maintenant, lorsqu'on parle des laboratoires chez nous en Afrique, sommes-nous suffisamment équipés pour pouvoir concevoir un vaccin? Nous avons le laboratoire Louis Pasteur au Sénégal, suffisamment équipé quand même pour quelque trouver. part. Moi, je pense que c'est une question de confiance en soi. Je crois que en Afrique, nous avons beaucoup de chercheurs qui ont fait les mêmes écoles que les chercheurs européens, américains et tout. Et du coup, c'est toujours les trouvailles au niveau de l'Afrique qui ne sont pas de qualité ou qui ne sont pas homologuées et tout, sachant les mêmes personnes qui doivent homologuer ces mêmes produits de recherche-là. En fait, je ne suis pas en train de porter en torse à ce qui se fait, mais c'est juste qu'on a le droit de se poser des questions et de faire ces analyses-là. Nous avons quand même des chercheurs de renom en Afrique et on se demande, dans ces genres de crises-là, est-ce qu'un jour l'Afrique pourra avoir ces résultats par elle-même? Parce que ça, c'est un problème qui reste entier et on en parle depuis Ebola et on n'a pas de solution. Et on a vu ce qui est même un peu, ce qui pousse à faire plus ces analyses-là, c'est que les pandémies qui ont beaucoup plus affecté l'Afrique en particulier, on n'a pas couru pour avoir des vaccins aussi dans un laps de temps que ça. Si je pense, on a eu le sida, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien par rapport au sida. Donc, mais on voit, le cas de la Covid-19, en quelques mois, tout ça court dans tous les laboratoires européens, américains et tout. Donc je me dis, Africains, prenons-nous en charge. Vous avez dit, est-ce qu'on a des laboratoires équipés? C'est à qui d'équiper ces laboratoires-là? Mais c'est à nous-mêmes. Justement, il faut que nous prenions conscience de ça. Il faut que les dirigeants, désolé, on met tout sur la tête des dirigeants. Ce sont eux qui sont... On les a élus pour ça. Il faut bien qu'on sache, parce qu'on sait très bien le rang qu'occupe le financement des recherches dans nos pays en Afrique. Ce n'est pas une priorité. Et il faut qu'on commence à aller vers ça, qu'on se dise c'est une priorité. C'est on dit la recherche est chère. Ça demande beaucoup de moyens, mais on peut commencer tout petitement. À un moment donné, d'accord, les chercheurs qui ont proposé des choses, ils ont dit, mais est-ce qu'ils peuvent produire assez pour l'Afrique? On n'a qu'à commencer à investir petitement pour voir ce que ça peut donner. Alors vous, Claire Stéphane Sacramento, seriez-vous prête à vous faire vacciner? Question mark. Non, le piège qui est là pour beaucoup de gens, c'est que si vous devez voyager... Vous serez bien obligé. Parce que le truc, c'est que si on en arrive à un passeport vaccin, c'est que vous ne pourrez pas prendre l'avion si dans votre passeport ou bien dans votre carnet... Vous êtes partant. Ah ouais, moi je suis partant, ça s'impose à nous tous, après tout. Merci à vous, chers confrères Claire Stéphane Sacramento et Aziz Badarou. Merci d'être passé sur ce plateau. On poursuit Week Echo avec à présent le dossier de la semaine. À présent, on s'intéresse à cet écosystème vital pour la survie de l'humanité, mais qui subit un déclin continu de sa superficie et de sa qualité. Ce sont les zones humides. On va en parler dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour le suivi. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures.
Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc ces différents milieux-là actuellement, parce qu'il y a des zones, des sites Ramsar, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales, et les populations sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Zones humides et eau, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides. L'objectif est de mettre en évidence leur importance et d'assurer à l'humanité un accès à l'eau en quantité et en qualité suffisante, cela pour assurer son bien-être et celui de la planète. L'eau, c'est la vie. C'est justement pour montrer l'interrelation entre les zones humides et l'eau. Il n'y a pas de zone humide sans eau et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie des eaux douces provient des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3 900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. Et voilà, c'était un reportage de Amandine Agnamboussou qui dresse un aperçu de l'état des lieux de la situation des zones humides dans le monde et plus précisément au Bénin. Et sur ce plateau, pour en parler, on reçoit pour vous Corneille Kedoide. Il est le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Bonjour Corneille Kedoide. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Et pour m'accompagner dans cet entretien, Patrick Adiagoudjou, il est en place également. Patrick, bonjour. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Alors Patrick, les zones humides, est-ce un écosystème en disparition? Oui, on peut l'affirmer ainsi, mais on peut éviter que nos écosystèmes, nos zones humides disparaissent. Les zones humides, je le disais, et vous l'aviez dit dans votre mot introductif, sont très importantes pour la survie de l'humanité. Sans elles d'ailleurs, pas de vie pour de nombreuses espèces végétales et animales. Ma première question au directeur général de l'Agence béninoise de l'environnement LSSI, qu'est-ce qu'une zone humide? Alors, une zone humide, pour parler tout simplement, c'est une zone où il y a de l'eau en permanence ou temporairement. Pour faire simple. Pour faire simple. Et qu'est-ce qui crée les zones humides? C'est-à-dire que ça se crée naturellement ou... Il y a des zones humides qui sont naturelles. Il y a des zones humides qui peuvent être créées aussi par des besoins, ou bien alors la construction de barrages, par exemple, peut donner lieu à une zone humide dans les environs. Donc, c'est naturel ou artificiel. Et partant de cette définition qui donne une idée de la typologie des zones humides, il y a de l'espace, il y a de l'eau. Est-ce qu'on peut connaître un peu, on peut avoir une idée des différents types de zones humides qui existent dans le monde entier et au Bénin en particulier? Dans le monde entier, il y a beaucoup de zones humides. Il y a les rivières, il y a les fleuves, il y a les marécages, il y a toutes ces zones humides. Seulement que depuis 1911, il y a une réflexion sur la survie de ces zones humides-là qui subissent ces agressions. Donc il y a eu une grande conférence en Iran, précisément dans la ville de Ramsar en 1971, et il a eu la signature de cette convention qu'on appelle la convention de Ramsar. Le Bénin a ratifié cette convention et depuis progressivement, nous définissons certaines zones comme étant des sites au niveau international, ici Ramsar, reconnu internationalement. Il y a toute une étude qui permet de sélectionner, de définir un site comme étant un site Ramsar. Nous en avons, disons, 4. Au Bénin. Ou 5, disons 5 au Bénin. Au Bénin, oui. On a, dans notre sud, dans le sud du Bénin, on a le numéro 10-17. 10-17. Qui va jusqu'à l'environ de Ouida, en quittant la côte de Grand Popo, etc. jusqu'à Ouida. Et 10-18 qui va jusque dans l'Ouémé, etc. Mais nous avons au nord 2 sites.
le 1668 et le 1669. Ce sont les cas. Mais il y a une zone humide transfrontalière qui regroupe, qui se trouve dans l'Arli, dans la zone qu'on appelle WAP, W Arli Pendjari. Et comme les zones transfrontalières n'ont pas de numéro, pour la simple raison qu'au niveau national, ces zones ont déjà des numéros. Il a déjà le site 1668, 1669, qui s'ajoute au site du Niger et de Burkina Faso, et ça forme la zone transfrontalière. On ne donne pas de numéro. Quand vous parlez de site et que vous citez 768... en fait, c'est le numéro qu'on donne à ce dit. C'est-à-dire chaque zone humide, le secrétaire de Ramsar le donne un code, un numéro. Et si vous allez sur le site de Ramsar, vous tapez 10, 17, vous voulez la carte, vous allez voir la carte de la zone du Bénin, 10, etc. On est en train de transformer une autre zone. Ça a mis du temps, mais je crois que la partie togolaise est en train d'accélérer maintenant, puisque avant on avait accéléré, on n'a pas trouvé d'engouement de l'autre côté, mais l'engouement y est maintenant pour avoir une deuxième zone transfrontalière qui couvre le site Bada, disons Agoué, Anéro, tout ça là, pour en faire un site transfrontalier là. Et de façon précise, pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, au Bénin, quelles sont les localités dans lesquelles nous avons les zones humides? Quand on sait qu'on est à Ouida, quelle est la localité de la commune? Disons, la zone humide, c'est dans tout le sud du Bénin. Et on a 2 sites là, tout le sud du Bénin, toute la zone côtière. Toute la zone côtière. Et ce n'est pas par hasard que le Bénin, en 2018, juillet, je crois, si j'ai bonne mémoire, on ratifié en novembre, a défini ce qu'on appelle la loi du littoral. Et quand on a la loi du littoral, quand on a le CIMRASAM, il y a des activités qu'on ne devrait pas mener dans ces zones-là. Évidemment, il y a des activités qui étaient dans la zone. Avant, on ne peut pas les détruire. Sinon, notre aéroport de Cotonou est dans une zone humide. D'accord. Ce qui explique qu'en face de l'aéroport, il y a une sorte de l'eau qui est souvent stagnée là. Souvent, vous savez, vous avez la mer, vous avez une bande de sable et vous avez la lagune côtière qui quitte loin, qui fait le Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, etc. Et la lagune côtière continue, discontinue. C'était continu il y a des années, discontinue parce qu'à cause des activités anthropiques, qui me s'est dit continue. Parce que les zones humides, en général, qu'on a au sud, sont les zones qui sont au bord des sources d'eau saumâtre, c'est-à-dire à la fois douces et salées. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'espèces halieutiques qui viennent. C'est les zones de frayère. Donc il faut les conserver, sinon en les détruisant, on détruit beaucoup d'espèces halieutiques aussi. On dira que toutes les localités qui sont dans la zone côtière ont des zones humides. On peut le dire ainsi. Le 3 février 2021, le Bénin a célébré la 25e... Le 2 février, autant pour moi, 2021, le Bénin a célébré la 25e édition de la Journée mondiale des zones humides. Et pour marquer l'événement, 10 000 plants ont été mis en terre à Grand Popo. Pourquoi d'abord avoir choisi la commune de Grand Popo? Alors, lorsque j'ai pris service à l'agence béninoise, lorsque le gouvernement a bien voulu me confier la coordination de cette agence, nous avons cherché à savoir où est-ce que nous pouvons agir. On a reçu plusieurs requêtes des populations. On a essayé de comprendre là où les ONG travaillent aussi, parce que les ONG aident beaucoup pour les mangroves aussi. Et on a choisi Aïguenou, à Grand Popo, parce que c'est une zone qui était délaissée et où il y a une destruction sauvage des mangroves. Il fallait donc discuter avec le maire, paix à son âme, puisqu'il l'a rendu là, qui nous a accompagnés, les chefs de village nous ont accompagnés, et nous ont donné tout un espace où les mangroves avaient disparu complètement. Donc c'est là qu'on a commencé, d'abord difficilement en 2019 avec 3500 palétuviers, on n'en a pas trouvé beaucoup. Ensuite, l'année dernière, nous en avons mis 10 000, 5 000 et 5 000. Et cette année, nous allons essayer d'en mettre 20 000. Palétuvier, ça veut dire quoi pour les téléspectateurs? En fait, c'est des arbustes qui ont des racines dehors. Il y a des racines dans le sol et aussi dehors. On les appelle communément mangroves parce qu'il y a les rhizophora, il y a les vincania, il y a beaucoup de trucs historiques. Bon, en gros, on dit palétuvier, le nom simple ou mangrove tout simplement.
Sinon, il a deux sortes, au fait, qui poussent. Mais qu'est-ce qui explique le choix de ces plants-là? Pourquoi pas d'autres plants? Tout à fait. On aurait pu adapter d'autres plants, mais ce sont des plants qui poussent naturellement dans la zone, déjà. Et c'est ça que les producteurs de sel, que les populations qui font de l'huile vont couper pour en faire des feux de brousse pour cultiver, etc. Ou bien alors on les enlève parce qu'on pense que c'est des zones fertiles, et c'est des zones qui sont fertiles pour l'agriculture, certaines cultures, on les enlève pour mettre des cultures. Donc c'est à cause de ça que, en fait, c'est une plante qui pousse dans les zones saumâtres. Je vois. Donc c'est à cause de ça. Est-ce que ces reboisements successifs, notamment à Grand Popo, aident effectivement nos communes, ou bien la commune de Grand Popo, à satisfaire ses besoins, à contribuer à la protection de la zone côtière? Oui, c'est trop tôt de le dire. Parce que il faut d'abord, on a travaillé la population en général, qui a pris conscience de l'importance de cette zone-là. La population savait que c'était une zone importante, mais il y a la destruction. Et quand on a commencé avec la population, parce que le chef des villages, le chef d'arrondissement, les communes de la zone sont informées. D'ailleurs, le préfet nous a demandé de venir vers Bopa aussi. Il va venir avec nous, puis on va voir comment il tente ça jusqu'à Bopa. Sont de plus en plus intéressés par la plantation de palétuviers des mangroves dans la zone. Ça permet de stabiliser le sol, ça permet de recréer des zones de fraîcheur, ça permet beaucoup de choses. Et si ça permet de recréer la biodiversité, protéger l'environnement, est-ce que les autres communes du Bénin qui bénéficient de la zone côtière reçoivent aussi la visite de l'agence béninoise de l'environnement? Non, pas de l'agence en général. Il y a des ONG, on était avec les ONG tout à l'heure à Dambo, il y a plusieurs ONG. À Dambo, tout à l'heure, on était en réunion avec les ONG qui interviennent dans les zones humides. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner pour ne pas faire de saupoudrage. Parce qu'il faut qu'on puisse s'entendre, ne pas mettre 500 plans ici pour dire qu'on a fait, et puis après, attendre des années. Il faut qu'on puisse définir les zones et comme on est à Iguenou, rester pendant un moment pour que les palétuviers, les mangroves pour avoir les impacts. Tout à fait. L'après, c'est que les premiers qu'on a eu à mettre, les rhizophora qu'on a mis, disons les mangroves qu'on a eu à mettre, les 3500, il a eu, c'était trop proche de la mer, de lac, et il a eu montée d'eau cette année-là. On a perdu, disons, 50 à 60%, malheureusement. Parce qu'on a mis la pluie est venue, là, il est cru, etc., etc. Alors que si les mangroves étaient là, ça peut protéger contre des inondations. Ça peut restaurer les ressources naturelles, les ressources halieutiques. Non, les ressources, pas les ressources halieutiques, la nappe phréatique. La nappe phréatique. Alors que sans les mangroves, ça disparaît comme ça. Aujourd'hui, on sait que les zones humides constituent un patrimoine naturel à protéger, à sauvegarder. Vous n'êtes pas économiste, vous êtes spécialiste, vous êtes le directeur général de l'Agence béninoise de l'environnement. Un vrai environnementaliste. Mais n'empêche, je vous pose une question économique. En quoi les zones humides peuvent être bénéfiques sur le plan économique pour le Bénin? Beaucoup de choses. Les zones humides vont permettre de recharger la nappe phréatique. Si la nappe phréatique n'est pas rechargée, on n'aura pas de l'eau. Les zones humides peuvent dépolluer les eaux. Quand il y a procède à la dépollution de l'eau. Les zones humides peuvent réduire les risques de crues. Si on sait qu'il y a beaucoup de crues, etc., les risques de crues. Vous savez, on a parlé de... si on sort du Bénin, on a parlé de Bangkok, il y a eu donc tsunami. C'est parce que les mangroves qui étaient là ont été rasés. Donc quand il a eu la crue, il n'avait rien pour barrer cela. Et un des zones humides des mangroves que j'ai trouvé extraordinaire dans la région de Saloum au Sénégal, pour faire la comparaison, c'est que c'est une région où on produit beaucoup de crevettes. Alors, les populations, qu'est-ce qu'elles faisaient? Avant de prendre les crevettes, il faut couper. Tout à fait. Il faut couper les mangroves pour chercher les crevettes. Et les huîtres. Qu'est-ce que les populations, qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'UICN qui était à l'origine de ça. Les branches sèches, on a mis autour des coquilles vides d'huîtres qu'on a attachées aux racines. D'accord? Les autres îles qui passent par là pensent que c'est des huîtres qui sont là et viennent s'amonceler autour. Lors de la récolte, on vient seulement enlever, on ne coupe plus. On enlève et on les replace, etc. Et les zones de fraîcheur sont dans les zones humides aussi. Si vous détruisez toute la végétation autour des zones humides, ça peut être des mangroves ou autres, c'est que
les espèces halieutiques n'ont plus où venir pondre des œufs, etc. Les tortues viennent des fois, les crevettes, les moules, etc. viennent, même les petits poissons, les alevins viennent là. Et c'est quand ces alevins grandissent maintenant qui migrent au niveau... Mais si vous détruisez tout, ils n'ont plus de trucs, donc il n'en a plus. Depuis que vous êtes à la tête de l'Agence béninoise de l'environnement, avez-vous connaissance des menaces qui pèsent sur les zones humides du Bénin, des menaces sur lesquelles il faut agir rapidement? Oui, les menaces sur lesquelles il faut agir rapidement, c'est qu'il faut rapidement multiplier la plantation des mangroves et autres espèces pour pouvoir stabiliser la côte. Pour pouvoir renforcer là où il y a destruction. Il faut sensibiliser la population sur l'importance de ces zones et de ces espèces pour que cette population ne détruise plus là en mettant à leur disposition autre chose. Parce que vous n'allez pas leur dire ne coupez pas et ne pas mettre autre chose à leur disposition. On peut bien faire ça, mais il faut faire une étude pour connaître les lieux de frayère des poissons. Encore une fois, je vais prendre un exemple extérieur, vous m'excusez. Rapidement. Rapidement. Rio Grande de Bouba, en Guinée-Bissau, c'est une zone où les populations, c'est une zone de frayère. Les populations qui sont dans la zone ne mangent que du poisson. Mais quand on a fait l'étude, on a vu que pendant 4 mois, il faut déclarer une zone de non-pêche. Pour les populations. Pour les populations. La population ne vit que des poissons. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On leur a appris à sécher les poissons avec l'énergie solaire. On leur a appris à planter des petits piments, parce que les poissons faisandaient et mettent des piments dedans. On a créé des activités parallèles. De telle manière que cette population, avec les bacayas ou les poissons salés et séchés, ils peuvent continuer de manger du poisson pendant la période où la pêche est interdite. Et après 4 mois, les populations, les espèces migrent ailleurs. Et on les a formés pour surveiller aussi les gens qui viennent facilement, parce que dans la zone, on vient facilement faire. Est-ce que, si je dois me permettre, dans le programme d'action de l'ABE, vous avez pensé faire ça à long terme? Oui, il faut qu'on fasse une étude pour savoir, sur la côte là on travaille, s'il y a des zones de frayère. Si on est frayé, il faut les bloquer pour ça. Et on ne met pas seulement des paletiviers, hein. On fait des lâchers de bébés aussi, bébés tortues. Avec Nature Tropicale. On essaie Nature Tropicale, souvent nous donne ça gracieusement, les populations les vendent, on les fait lâcher. Dites-nous rapidement, vous avez cité les ONG qui travaillent sur le terrain. Est-ce qu'il y a un programme de suivi écologique pour savoir les actions que l'ABE... Normalement, il est prévu dans les tâches de l'ABE de faire le suivi écologique. Le suivi même écologique des plans d'eau, c'est prévu. Vous le faites? Non. Depuis que je suis venu, il le faisait avant. Mais il y a eu un peu de battement. L'ABE se reconstitue et est en train de faire des réformes. Et nous allons commencer à faire des suivis des plans d'eau en général au niveau des Bénin. Alors justement, vous n'avez pas encore appréhendé tous les défis qu'il y a au niveau de l'ABE. Dites-nous les grands défis sur lesquels vous comptez travailler. Et on va finir là-dessus. Alors, les grands défis, oui. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire à l'ABE. D'abord, il faut qu'on renforce les cadres de l'ABE. Les cadres. On n'a pas suffisamment de personnel pour faire le travail qu'on attend de nous. Donc il faut qu'on ait le staff assez consistant, peut-être le double, le triple de ce qu'on a actuellement. Nous devons faire le suivi écologique, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Nous devons travailler sur les bases de données. Nous devons ils ont dit chaque année, mais on ne peut pas le faire chaque année. Donc maintenant, on a demandé de faire ça chaque 3 ans. Sortir le rapport intégré sur l'état de l'environnement qui donne une idée sur l'état de l'environnement. Le rapport... Actuellement, on a un rapport? Le rapport est sorti actuellement. On attend seulement discuter demain, le ministre de la Société le préface. Et quand on va publier, j'aimerais bien venir vous présenter cela pour que les populations voient le rapport sur l'état de l'environnement. Avec plaisir. Ça permet... Donc on fait l'état de l'environnement au niveau du Bénin et on sait ce qui se passe. Il y a la sensibilisation, il y a l'éducation relative à l'environnement. Les documents qu'on a, c'est des documents de 2001 qu'on est en train d'actualiser pour mettre au service des écoliers des guides, des documents, des curricula pour qu'ils puissent... Vous avez encore 5 secondes. Qu'est-ce que je vais dire sinon que l'Agence béninoise pour l'environnement
et au service de la mise en œuvre des politiques, les politiques nationales du Bénin. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et nous allons essayer progressivement de faire ce qu'on veut faire. Merci à vous, Corneille Kedouile. Vous êtes le directeur général de l'ABE, Agence nationale pour l'environnement. Merci d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.